Salut à tous, c'est Clovis. Le 21 avril dernier, vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à avoir rapporté un objet étrange dans le ciel et un certain nombre de photos et de vidéos ont été publiées. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mec. Non, mais... Des fois il se passe des trucs de ouf. Non, arrête. C'est quoi? Je suis d'accord, c'est pas du tout. Mec, c'est pas du tout un avion. Mais attends, ça me donne des frissons de ouf là, c'est quoi ce truc? Ce phénomène lumineux, qui a à juste titre été qualifié d'OVNI, a ensuite été expliqué comme étant le second étage d'une fusée de SpaceX lancée un peu plus tôt dans la journée. Ok, mais ce lancement était le 149e d'une fusée Falcon 9. Pourquoi ce 21 avril, il nous a été permis de constater ce phénomène? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut avoir une petite notion de mécanique orbitale. Et je vous rassure tout de suite, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Je vous propose de suivre le raisonnement d'Isaac Newton dans son traité sur le système du monde. Supposons que vous vous situez au sommet d'une montagne et que de ce sommet, vous faites tomber un objet. L'objet tombe en direction de la Terre. Maintenant, supposons que vous disposez d'un moyen pour catapulter l'objet en visant l'horizon, horizontalement. Par exemple, un canon qui donnerait une vitesse de 1000 mètres par seconde au projectile, soit à peu près 3 fois la vitesse du son. L'objet va d'abord partir en direction de l'horizon, et puisque la gravité fait son effet entre la Terre et l'objet, elle va attirer les deux corps l'un vers l'autre, autrement dit, le projectile va retomber sur Terre. Mais maintenant, supposons que l'on puisse donner une vitesse bien supérieure à cet objet. 6500 mètres par seconde, 7000 mètres par seconde, 7300 mètres par seconde, à partir d'une certaine vitesse, l'objet reviendrait à son point de départ sans jamais toucher le sol. Bien sûr, dans la réalité, même si vous vous situez au sommet de l'Everest, il y a encore de l'atmosphère. Donc il y aurait une force de frottement de l'air sur l'objet qui ralentirait drastiquement sa vitesse s'il n'avait pas de poussée continue. Et c'est toute l'idée des fusées. On fait réagir des combustibles chimiques entre eux pour fabriquer des gaz chauds qu'on éjecte à travers une tuyère qui provoque une poussée. Donc le premier point à retenir, c'est la physique qui fait que l'on puisse mettre des objets en orbite autour des autres. Des objets qui gravitent autour des autres. C'est la théorie de la gravitation de Newton. A noter que ce principe n'est pas nécessairement produit par intervention humaine. Il se produit naturellement dans notre univers. Gardez à l'esprit que vous êtes actuellement assis sur un objet en orbite autour du Soleil. Raison numéro 2, pourquoi un nuage dans le ciel? Alors pour ça, il faut comprendre comment fonctionnent les fusées. Et je vous rassure tout de suite, c'est plus simple qu'il n'y paraît. J'ai amorcé la réponse dans la première partie, mais je vais rentrer rapidement dans le détail. Grâce aux lois de Newton, on sait que tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B. Dans le concret, vous êtes dans un véhicule, vous propulsez de la matière dans une direction, votre véhicule part dans la direction opposée. Donc avec ces deux principes, on peut mettre des capsules ou des satellites en orbite. Pour voir à quoi cela ressemble dans une simulation 3D, rien de tel que Kerbal Space Program, avec un petit mode pour ajouter les fusées de SpaceX. Le principe pour mettre un objet en orbite dans le monde réel, c'est de s'affranchir des forces de frottement de l'atmosphère. En termes aéronautiques, c'est la force de traîner. Pour faire ça, il faut commencer par gagner en altitude. Ensuite, il faut rapidement commencer à tourner la fusée vers l'est, sinon on ne ferait qu'un saut à la verticale et on retomberait à peu près à notre point de départ. C'est ce qu'on appellerait un vol suborbital. C'est le type de trajectoire qui a été faite par le premier américain dans l'espace, Alan Shepard, et c'est ce que propose Blue Origin dans ses vols commerciaux. Mettre un véhicule sur orbite, c'est un autre challenge. Ça demande beaucoup plus d'énergie car en plus de l'altitude, vous devez apporter au véhicule une vitesse de rotation autour de la Terre. Chez SpaceX, c'est en partie le rôle du deuxième étage qui va finaliser cette vitesse et affiner la position de l'orbite.
Mais que se passe-t-il à partir de là? Eh bien, si l'altitude du véhicule est suffisante pour ne pas être freiné par la traînée atmosphérique, l'objet va rester en orbite de la même manière que les planètes restent en orbite autour du Soleil. Si on est en orbite terrestre basse, soit moins de 2000 km, l'objet va subir cette traînée et graduellement perdre en altitude. L'ISS, qui navigue à environ 400 km d'altitude, perd en moyenne 2 km d'altitude par mois. Et pour contrer cette tendance, elle est régulièrement rehaussée par des vaisseaux de ravitaillement. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir répondre à notre question de départ. Le 21 avril, SpaceX a utilisé la Falcon 9 pour mettre sur orbite 53 satellites Starlink. Le vol s'est déroulé normalement, le premier étage a été récupéré sur une barge au milieu de l'Atlantique, et les satellites ont été déployés comme prévu. Mais une fois que la mission est réalisée, qu'est-ce qu'il advient du deuxième étage? Eh bien, comme on l'a vu précédemment, à cette altitude, cet étage vide, donc inutile, resterait en orbite pendant des mois, et deviendrait ce qu'on appelle un déchet spatial. Pour remédier à ça, SpaceX garde en réserve une petite quantité de carburant et procède à ce qu'on appelle une poussée rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la marche directe de l'orbite. Et si vous regardez sur cette vue fournie pendant le lancement, on voit que l'orbite du véhicule passe au-dessus de la France. Cette opération de désorbitage a eu lieu au-dessus de la tête des gens qui ont vu cet événement. Mais il y avait encore un petit élément supplémentaire pour que le spectacle soit remarquable. La fusée a été lancée de Cap Canaveral à 13h51, heure de la côte est américaine. En Floride, il faisait donc jour. En France, il était 19h51. Le véhicule a fait un premier passage au-dessus de la France vers 20h30, soit à peu près au crépuscule, et c'est lors de son second passage qu'a eu lieu la manœuvre vers 22h. Là, il faisait nuit. Enfin, il faisait nuit pour les Français au sol, car le véhicule, lui, étant à peu près 300 km d'altitude, était encore éclairé par la lumière solaire lors de la manœuvre. Ce qui est donc visible, ce sont les gaz éjectés par le second étage de la fusée, dans le but de désorbiter ce dernier, et c'est la lumière solaire qui a rendu le phénomène particulièrement lumineux pour les observateurs au sol. Et enfin, deux derniers éléments, il faisait beau, ce qui est toujours mieux pour observer le ciel, et cela s'est produit à un horaire où il y a une majorité de la population qui est éveillée, ce qui a amplifié le phénomène sur les réseaux sociaux. Qu'advient-il du second étage? Eh bien, vu la vitesse accumulée, et vu que sa nouvelle trajectoire passe à travers les couches denses de l'atmosphère, il va se désintégrer à cause de la friction de l'air avec le véhicule. À long terme, c'est le sort de tous les satellites en orbite terrestre basse. Sauf les capsules équipées d'un bouclier thermique, comme les capsules habitées. Oh wow. Can we get an altitude call? If you have a chance to look out of the window, look out of the window. Dans le cas des lancements de SpaceX, ce n'est pas la première fois que ce genre de phénomène se produit, mais ce n'est pas systématiquement remarqué pour toutes les raisons que j'ai citées. Sur la côte ouest des États-Unis, en fonction de la direction et de l'heure des lancements depuis la base de Vandenberg, les Californiens peuvent voir un beau spectacle de tout le vol du premier étage et du début de la poussée du deuxième étage. Je vous laisse avec quelques images de ces lancements. Tous les liens sont en dessous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous pensez que c'est une question bête ou que c'est hors sujet ou que c'est mal dit, les commentaires en dessous, c'est fait pour ça, je me ferai une joie d'y répondre et tout le monde en profitera. Allez, ciao et bon ciel.